Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, le corps politique. La maladie du corps politique. Romain Losec. Dans l'un de ses derniers textes, qu'il écrit et qu'il date lui-même de mai 1527, le penseur florentin Machiavel fait le récit de son errance dans les rues infectées de la cité. Il y a décrit les cris de ceux qui meurent, la rumeur des rues, les places désertées et les chants étranges d'une foule de fossoyeurs hurlant « Bienvenue soit la peste ». Au fil d'une déambulation macabre dans les artères malades de la ville, le récit dépeint une Florence entièrement investie par une peste qui touche non seulement les corps, mais l'esprit même des habitants. Notre malheureuse Florence offre aujourd'hui un spectacle semblable à celui d'une ville que les infidèles auraient prise de vive force, et ensuite abandonnée. Une partie des habitants, imitant votre exemple, a fui devant le fléau mortel et s'est réfugiée dans les villas éparses autour de la ville. Les autres ont trouvé la mort ou sont sur le point de mourir. Ainsi le présent nous accable, l'avenir nous menace et l'on souffre autant de la crainte de vivre que de celle de mourir. Ô malheureux temps! Ô saison déplorable! Aussi poétique et poignant soit-il, le texte de Machiavel a un statut problématique. En effet, bien que Machiavel présente son récit comme une description, aucune chronique de la ville de Florence ne fait état d'une peste qui aurait touché la ville de Florence en mai 1527. En revanche, en mai 1527, Charles Quint met à Sacrum où une peste se déclenche et le 16 mai de la même année les Médicis sont renversés à Florence et le troisième gouvernement républicain est proclamé. Quoi qu'il en soit, aucun élément que fournit l'investigation historique ne permet de trancher assurément sur la réalité de la peste décrite par Machiavel. Ce qui conduit à deux éventualités. Soit Machiavel procède au récit d'une peste imaginaire, soit le récit a vocation à être plus qu'un simple récit, qu'une simple anecdote. Ce que décrit Machiavel pourrait ne pas être simplement une crise épidémique, mais aussi une crise politique, un bouleversement de l'ordre de la communauté. La culture médiévale emprunte à la langue grecque le terme de crisis, qui donne le français crise, pour désigner le moment où une maladie atteint son paroxysme, où l'affection se manifeste si clairement et avec tant d'évidence qu'il devient nécessaire d'agir, de trancher. La crise révèle ce qui était sous-jacent, elle met au jour une maladie restée muette et impose pour le médecin, une action rapide et efficace. Ainsi, la notion de crise articule-t-elle deux aspects. Non seulement la crise rend visible ce qui ne l'était pas, elle fait apparaître une vulnérabilité, mais elle détermine aussi un temps qui est celui de l'urgence, du présent. Ce faisant, elle conditionne la décision et l'action du médecin en l'obligeant à agir vite et bien. Mettre en scène une ville en proie à la peste comme le fait Machiavel dans sa description, c'est donc utiliser la maladie pour révéler les affections de la cité. Dès lors, la ville du récit se donne à penser comme un corps et la société comme un organisme à l'horizon duquel se trouve sa propre mort. Dans la politique, Aristote ébauche l'idée d'un corps politique afin de rendre compte des problèmes que pose, dans la constitution de la cité, l'union d'éléments dissemblables. Si l'unité du corps politique n'est possible que par l'association de membres hétérogènes, cela signifie que le corps politique lui-même se pense dès le départ avec en arrière-fond le risque de la maladie. En effet, l'harmonie du corps politique suppose un effort, elle n'est pas donnée. D'ailleurs, Aristote use de l'image du corps pour rendre compte d'une dynamique et des problèmes que peuvent par exemple occasionner les changements de régime dans la cité. Des changements de constitution adviennent aussi du fait de l'accroissement hors de proportion d'une de leurs parties. De même en effet qu'un corps est composé de parties et doit s'accroître de manière proportionnée pour que l'équilibre de l'ensemble demeure, et si ce n'était pas le cas il serait détruit. De même une cité est composée de parties, dont souvent l'une s'est subrepticement accrue, par exemple la masse des gens modestes dans les démocraties et dans les gouvernements constitutionnels. Ici, l'image du corps politique ne sert donc pas à fixer un modèle. Ce ne sont pas les caractéristiques formelles de la cité qui font l'objet de la comparaison anatomique, mais bien plutôt sa vie propre et les processus que cette vie engage. La cité grandit et peut mourir. Elle est inquiétée par le changement, qui peut devenir monstrueux s'il brise l'équilibre des membres nécessaires à l'existence du corps entier. Dans son article Michel Lacorre, Corps des citoyens, corps de la cité, remarque que c'est justement pour cette raison qu'Aristote n'utilise jamais l'image du corps comme métaphore, mais toujours comme comparaison.
Dans la pensée d'Aristote, l'unité principielle du corps est en désaccord avec la dynamique qu'il envisage comme condition d'une cité saine et démocratique. La communauté politique ne peut s'envisager strictement sur le modèle de l'unité organique, car une telle unité suppose la polyphonie des voies démocratiques et non l'univocité figée d'une cité idéale incapable de changement. Autrement dit, ce n'est pas tant l'anatomie du corps qui sert ici de support à la comparaison, mais bien plutôt sa dynamique interne, sa vie. La longue tradition de la métaphore du corps politique ne tient pas seulement à la fonction descriptive du corps dans la pensée politique. Certes, le corps fournit un modèle d'intelligibilité du politique et possède une valeur descriptive. Parler de corps politique, c'est rendre compte de l'articulation entre des parties et un tout organique, expliciter la place et les fonctions des différents membres de ce corps mixte qu'est la société. Toutefois, une telle fonction descriptive, que l'on retrouve notamment dans la fable de Menenius Agrippa, se comprend difficilement, indépendamment de la valeur fondamentalement prescriptive de l'image du corps dans la pensée politique. Dans le Defensor Pacis, Marcille de Padoue ramène le corps politique à un souci de santé, à un questionnement sur la conservation de la cité. On pense que la santé est, selon la nature, la meilleure disposition d'un être vivant et ainsi que la tranquillité est les meilleures dispositions d'une cité établie en raison. La santé est, comme disent pour la définir les médecins les plus compétents, une bonne disposition du vivant selon laquelle de ses parties pourra accomplir les actions conformes à sa nature. En vertu de cette analogie, la tranquillité sera la bonne disposition de la cité selon laquelle chacune de ses parties pourra accomplir de façon parfaite les actions qui lui sont propres, selon la raison et sa fonction. Identifier ainsi la tranquillité politique, la paix et la santé posent les fondements d'un rapport spécifique à l'image du corps politique. Une telle modélisation est non seulement utile pour expliquer l'organisation et la relation des parties de la communauté, mais aussi pour comprendre comment la communauté, pensée comme un corps, peut être sujette à la maladie, à l'infection. Or le geste philosophique, qui consiste à identifier la paix politique et la santé du corps que constitue la communauté, implique d'envisager que la cité soit corruptible, voire dissoluble, c'est-à-dire potentiellement morte. Dès lors, la métaphore du corps politique sert une pensée qui échappe aux considérations désincarnées sur la cité. De fait, elle définit par exemple un cadre idéal et éternel à l'intérieur duquel devrait pouvoir se penser toute communauté politique saine. Par conséquent, elle conditionne la compréhension de la nécessaire incarnation du discours politique dans le temps problématique de l'action. Si la cité est un corps qu'il faut maintenir en vie, alors penser le politique sera fondamentalement penser les cadres d'une action rendant possible cette survivance de la cité. Dans sa réflexion sur le politique, Marcille de Padoue fait de la question de l'action politique elle-même, entendue comme action thérapeutique, un geste propre à soigner la communauté ou à en garantir la santé. Nous avons peut-être là une clé pour éclairer l'énigme de la description de la peste de Florence de Machiavel. La valeur d'un tel texte tient peut-être moins à ce qu'il décrit, et décrit-il effectivement quelque chose, qu'à ce qu'il prescrit. La ballade étrange et incongrue de Machiavel au cœur de Florence infectée n'est peut-être pas autre chose, finalement, qu'un questionnement sur ce qu'il faut faire quand le corps politique est malade, ou sur le caractère sidérant d'une telle maladie. Qu'est-ce véritablement qu'une cité qui meurt ? Dans le premier discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel assimile justement la cité à un corps agité de deux humeurs, le peuple et les grands. Le conflit permanent entre ces deux principes contradictoires du corps politique caractérise la vie politique et définit l'action du prince comme celle d'un médecin devant maintenir l'équilibre des humeurs du corps qu'il a en charge afin d'en garantir la santé. Ainsi, la pensée politique de Machiavel est profondément une pensée de la crise au sens médical du terme. Le prince est un médecin de la cité et sa qualité première est d'être prudent, au sens original de la phronésis tel qu'Aristote le définit dans le livre 6 de l'Éthique à Nicomaque. La phronésis du prince consiste en sa capacité et sa disposition à agir efficacement en fonction des circonstances. Si le prince est un médecin, c'est parce qu'il doit se rendre maître du temps et de son pouvoir altérant. Ainsi, le corps de la cité se pense-t-il bien comme un corps fondamentalement vivant, autrement dit comme une communauté inscrite dans le temps et qui doit composer avec le risque de sa dissolution. Traditionnellement,
l'image du corps politique sert à penser un principe d'unité pour les éléments hétérogènes qui composent une cité. L'apologue que Menenius Agrippa emploie devant l'insurrection de la plèbe, en 494 AV. JC exprime précisément une telle difficulté. Les membres du corps humain, voyant que l'estomac restait oisif, séparèrent leur cause de la sienne et lui refusèrent leur office. Mais cette conspiration les fit bientôt tomber eux-mêmes en langueur. Ils comprirent alors que l'estomac distribuait à chacun d'eux la nourriture qu'il avait reçue et rentrèrent en grâce avec lui. Ainsi le Sénat et le peuple, qui sont comme un seul corps, périssent par la désunion et vivent pleins de force par la concorde. Au-delà de l'hétérogénéité initiale des membres de la communauté politique, il existe donc un principe d'unité. L'organicité du corps politique n'est pas naturelle, elle résulte d'une alliance artificielle, d'un effort de concorde que doivent faire les membres du corps politique. De ce point de vue, la limite de l'identification entre corps et communauté politique devient très précisément la raison de l'identification elle-même, car contrairement à un corps naturel, la cité doit elle-même inventer son principe d'unité. S'il faut produire artificiellement les normes qui permettent la concorde, c'est proprement parce que ces normes n'existent pas naturellement. Plus que tout autre, le corps de la cité est donc un corps perpétuellement menacé et instable. Or, de toutes ces menaces, la plus grande ne concerne pas les ennemis de l'extérieur, mais bien ceux qui, de l'intérieur, sont susceptibles de remettre en cause l'existence même du principe d'unité au fondement de la cité. Dans la pensée politique, la guerre civile apparaît ainsi comme le risque majeur que peut encourir un État. S'il peut se défendre contre les agressions extérieures, il a beaucoup de difficultés à répondre à une crise interne. Dans le livre 6 de la République, le penseur politique Jean Bodin définit la monarchie comme le meilleur des régimes. Une telle définition se doit au fait que les deux autres modèles qu'il expose, l'aristocratie et la démocratie, portent en elles le risque de la désunion. Dans la pensée de Jean Bodin, le principe qui unifie les parties du corps politique est le prince qui l'identifie à l'intellect. Or, les autres régimes n'offrent pas l'assise nécessaire au prince pour pouvoir unifier sereinement le corps politique. Toutefois, ce que Jean Bodin veut éviter n'est pas la maladie elle-même et du reste, ce n'est pas parce qu'elle exclut de fait tout trouble, tout conflit dans le corps de la communauté que la monarchie n'est pas un régime politique optimal. En effet, c'est plutôt parce qu'elle est le régime le plus apte à dépasser la maladie du corps politique, c'est-à-dire à répondre aux défis du temps qui passe. La force de l'image du corps dans la pensée politique trouve ainsi sa force dans le fait qu'elle considère le temps en tant que condition du politique. Mettre l'accent sur l'aspect temporel de l'action politique implique logiquement de la considérer à l'intérieur de la métaphore du corps. Chez Jean Bodin par exemple, l'objectif n'est pas de garantir l'éternité de l'État, mais de lui éviter les affections prématurées, les fins violentes. On retrouve une telle manière d'envisager le politique au XVIIIe dans le Contrat social au chapitre 11 que Rousseau intitule justement « De la mort du corps politique », où il écrit que le corps politique, aussi bien que le corps de l'homme, commence à mourir dès sa naissance et porte en lui-même les causes de sa destruction. Ainsi, le mieux constitué, écrit-il plus loin, finira, mais plus tard qu'un autre, si nul accident imprévu n'amène sa perte avant le temps. L'ambition du penseur politique est donc de maintenir le plus longtemps possible une vie saine pour le corps politique et non de vouloir, sur le modèle utopique, fonder une fois pour toutes les bases d'un régime. Chez Machiavel, notamment, la pensée politique s'attache à prendre en compte la nature dynamique des sociétés humaines. Ainsi, l'horizon du politique ne serait pas le maintien éternel des formes de la communauté, mais plutôt la gestion du temps, de ce que Machiavel appelle la fortuna. Dans son article Le corps politique, Gérald Sfez, philosophe spécialiste de la pensée de Machiavel, montre en quoi la métaphore du corps dans la pensée politique de Machiavel dépasse la métaphore mécaniste pour développer une biologie politique, capable de rendre compte de la gestion dynamique des flux qu'impose l'exercice du pouvoir par le prince. De ce point de vue, la métaphore du corps politique permet non seulement de penser l'imprévisibilité du devenir, qui dépasse d'ailleurs le cas particulier de tel ou tel corps politique, mais aussi de considérer chaque État comme un corps singulier, échappant à toute règle pensée a priori. En d'autres termes, la question des rapports mécaniques entre les organes compte moins que celle éminemment problématique,
de la gestion des rapports de force instables et indéfinissables qui déterminent le devenir de la cité. Aussi, Machiavel ne développe-t-il absolument pas la métaphore du corps politique dans la perspective d'une schématisation des parties de la cité qu'il associe alors aux organes, mais ne conserve de la métaphore que la question des humeurs du corps politique. Car en chaque cité on trouve ces deux humeurs différentes. Cela naît de ce que le peuple désire n'être ni commandé ni opprimé par les grands, et que les grands désirent commander et opprimer le peuple. De ces deux appétits différents naît dans les cités un de ces trois effets, monarchie, liberté ou licence. Les humeurs en question se caractérisent par une dynamique propre, et c'est à partir de deux désirs contraires que s'organise le conflit entre le peuple et les grands. Le gouvernement de la cité relève d'un gouvernement des désirs. Pour le prince, exercer le pouvoir équivaut à rendre possible l'équilibre de la cité et donc l'équilibre des désirs qui l'investissent. Toutefois, Machiavel bannit l'idéal d'une construction politique définitive au profit d'un questionnement sur le vécu existentiel de la cité. Si nous revenons à la description de la peste de Florence de Machiavel, il est frappant de constater que l'échelle à partir de laquelle s'établit le récit n'élabore pas une description en hauteur de la maladie. Au contraire, il la produit à partir d'un regard humain au bas niveau de l'œil du penseur qui déambule dans les rues. Le politique ne se donne pas à voir comme un champ autonome, une sphère éloignée, mais comme une réalité qui s'ancre dans le devenir existentiel des corps particuliers qui composent la cité. De fait, le choix du point de vue s'inscrit dans la visée machiavélienne d'un refus du systématisme politique, et dit peut-être quelque chose de la manière dont Machiavel envisage la cité, non pas comme une unité pure, mais comme le rassemblement d'hommes affectés par ce qui s'y passe. 400 ans plus tard, l'écrivain et journaliste Albert Camus publie un récit romanesque, La Peste, dont la portée politique touche curieusement au même questionnement. Albert Camus met en scène la lutte du docteur Rieux contre la peste qui ravage Oran, héros sisyphéen capable de donner une valeur supérieure à son action et à l'humanité qu'elle rencontre alors même qu'il est confronté à une situation absurde. Or, la dimension existentielle du roman de Camus n'exclut pas un questionnement politique. Ainsi, à Barthes qui lui reprochait d'avoir écrit un roman en dehors de l'histoire, Camus répond par une lettre ouverte où il défend l'idée que la peste fonde au contraire sous l'aspect d'une fable, la nécessité d'une solidarité qui pose justement la question de l'unité d'un corps politique attaqué. La peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. La preuve en est que cet ennemi qui n'est pas nommé, tout le monde l'a reconnu, et dans tous les pays d'Europe. Ajoutons qu'un long passage de la peste a été publié sous l'occupation dans un recueil de combats, et que cette circonstance à elle seule justifierait la transposition que j'ai opérée. La peste dans un sens est plus qu'une chronique de la résistance. Mais assurément, elle n'est pas moins. Comparée à l'étranger, la peste marque, sans discussion possible, le passage d'une attitude de révolte solitaire à la reconnaissance d'une communauté dont il faut partager les luttes. S'il y a évolution de l'étranger à la peste, elle s'est faite dans le sens de la solidarité et de la participation. Chez Albert Camus, la peste ne se distingue donc pas de ce que la maladie fondait comme construction théorique chez les penseurs politiques de la Renaissance. Elle fournit une situation critique où se rejoignent problèmes existentiels et problèmes politiques. De fait, le docteur Rieux n'est pas si éloigné du prince de Machiavel. Confronté à des circonstances particulières d'une crise épidémique, il doit perpétuellement lutter contre le devenir et la fortune pour produire une action efficace et sauver les autres tout en se sauvant lui-même. Ainsi en est-il du prince chez Machiavel. S'il lui faut à tout prix conserver son pouvoir, ce n'est pas, comme on le pense habituellement, seulement par égoïsme et intérêt privé, mais aussi parce que l'étendue de son pouvoir coïncide exactement avec le corps de la cité. L'existence particulière du prince, son devenir personnel, rejoint l'existence commune de la cité, la vie du politique. Dans l'historiographique, l'approche classique de la métaphore du corps politique consiste, entre autres, à l'envisager comme modèle propre à rendre compte de l'organisation de la société. La métaphore du corps politique est analysée comme un moyen de rendre compte de l'idéal d'organisation et d'unité de la société. Le corps fonctionne comme modèle parce qu'il permet aux penseurs politiques de penser l'articulation entre le tout et les parties,
les membres du corps politique travaillant de concert à la constitution et au maintien du tout de la société. Toutefois, si une telle image investit le champ de la réflexion politique, c'est aussi parce que, par le biais de la notion de vie, elle fait entrer la question du devenir dans la pensée de l'action politique. Plus encore, ce que dit le corps dans la pensée politique, c'est l'impossibilité de démêler ce qui relève du devenir de la communauté et ce qui relève du devenir de l'unité humaine qui la constitue. Ainsi, si la cité est comme un corps, c'est peut-être d'abord parce qu'elle se constitue elle-même d'hommes de chair au devenir particulier et se confronte au problème de l'hétérogénéité de leurs désirs et de leurs attentes. C'est à leur échelle que doit se penser l'action politique. Lorsque Machiavel décrit la peste de Florence en narrant sa balade étrange dans les rues infestées, en racontant sa rencontre avec les visages écorchés des malades et son amour pour une femme rencontrée au coin d'une église, n'est-ce pas parce que tout cela n'est pour lui qu'une manière de donner une dernière leçon politique ? Car à terme, dans la crise, la gestion de la cité n'est rien d'autre qu'une question de corps et quoi qu'il advienne, la politique ne peut jamais se faire autrement qu'à hauteur d'homme. Ce que peut un corps GENRE accent aigu corps et politique au prisme du genre. Claire Grinaud. Et si ce que peut un corps ne dépendait pas prioritairement de sa constitution physique ? C'est ce qu'avancent de très nombreuses théories féministes, qui s'attachent à montrer que les dispositions corporelles individuelles sont largement le fruit d'une socialisation qui conditionne, selon le sexe, la capacité d'agir, d'évoluer dans le monde et de transformer ce dernier. Ce constat qu'elle pose est au fond celui d'une hiérarchie socialement produite et reproduite entre hommes et femmes, mais aussi entre hétérosexuels LES et homosexuels LES, personnes CIS et personnes trans. Il faut dire que se pencher sur le corps par la lorgnette du genre, c'est-à-dire pour aller vite, du point de vue des rapports de pouvoir qui s'exercent entre hommes et femmes, c'est plonger au cœur de la question des rapports entre corps et politique. Il y a deux raisons à cela. D'abord, le corps, j'entends le corps humain, est central au mouvement de libération des femmes, MLF. Ce mouvement politique de contestation de l'ordre sexuel se cristallise en effet dans les années 1970 autour de revendications corporelles. Ce sont les questions de la contraception et de l'avortement, c'est-à-dire de la maîtrise de la fécondité par les femmes elles-mêmes, ainsi que celle de la répression du viol qui rassemble les femmes et leurs alliés. « Mon corps m'appartient » est un des slogans phares du mouvement. Le droit de disposer de son corps et la vigilance contre la réduction des femmes à un corps-objet sont autant de formules restées dans les mémoires qui montrent bien la prééminence de la préoccupation du corps. Prolongeant les révoltes insurrectionnelles et étudiantes de 1968, le mouvement des femmes, aussi bien en France qu'au Québec et de par le monde, en exprime de nombreux aspects et émerge, avant même de se construire en mouvement de revendication, comme explosion de liberté, recherchée à partir d'une libération des corps, des sexualités et des tabous de la société petite bourgeoise. Bref, le corps fait l'objet d'une thématisation prioritaire par le MLF. Mais il y a aussi une deuxième raison, plus théorique, au lien qui unit la question politique de l'égalité des sexes au corps. En effet, le corps est central au mouvement et aux théories politiques qui visent l'égalité entre hommes et femmes, c'est-à-dire aux mouvements et théories féministes, également parce qu'il est ce par quoi la justification des inégalités et de la hiérarchie arrive. C'est un lieu commun que de justifier la subordination sociale des femmes au nom de leurs attributs corporels, à savoir de leurs attributs physiques et sexuels, les attributs sexuels désignant les attributs qui touchent à la reproduction, qui chez les humains comme chez de nombreuses autres espèces est sexuée, dans la mesure où il faut un mâle et une femelle pour se reproduire. À titre d'exemple, l'un des arguments les plus répandus consiste à invoquer la gestation comme un état de faiblesse, et à rappeler que les femmes étant les seules à porter les enfants, il est logique et même légitime qu'elles occupent des places subalternes dans la société. Pour qualifier de telles allégations, on parle de naturalisme ou de réductionnisme naturaliste, car ces affirmations cherchent à aligner le social sur le naturel ou le vital, en méconnaissant la spécificité des faits sociaux qu'elles réduisent à l'expression ou l'excroissance de principes naturels structurants. Le problème majeur de telles analyses est qu'en plaçant la question des rapports sociaux, tels que les rapports sociaux de sexe, sur le plan de la nature, c'est-à-dire sur un plan qui est pensé comme celui de la permanence et qui en outre transcende l'agir humain, les transformations sociales deviennent difficilement envisageables.
Si les rôles de sexe émanent de l'ordre de la nature et sont déterminés par ce dernier, aucune révolution ou transformation de la réalité sociale ne peut en effet rien y changer. De plus, faire passer pour naturel des phénomènes sociaux, c'est invisibiliser les mécanismes véritables qui gouvernent ces phénomènes et ruiner la possibilité d'intervenir à la racine du problème. Par conséquent, les théoriciennes et militantes féministes ont dû travailler d'arrache-pied pour déconstruire les objections naturalistes à l'égalité des sexes. Elles ont développé, dans le sillage notamment de la critique marxiste, une perspective antinaturaliste qui, en premier lieu, pose l'irréductibilité des phénomènes sociaux. Le social s'explique par le social, on surestime toujours les infrastructures biologiques dans l'analyse du monde social, et en second lieu, pose que la nature ne fournit aucun modèle pratique et ne comporte aucun principe moral, de sorte qu'observer la nature ne nous apprend rien sur la manière dont nous devrions vivre en société. Mais dès qu'elle s'employait à réfuter la thèse selon laquelle les faits de nature ne devraient pas guider les rapports sociaux entre les sexes, leurs contempteurs leur reprochaient d'évacuer les contraintes biologiques et notamment la différence sexuelle. Afin de leur répondre, elles ont alors dû se pencher avec minutie sur le corps sexué, sexuel et GENRE accent aigu, et sur l'expérience physique des femmes. Elles ont cherché à apporter une autre explication, qui ne se réfère pas à l'ordre de la nature, pour rendre compte de la domination patriarcale ou masculine dans nos sociétés, sans pour autant ignorer la matérialité des corps sexués. C'est cet effort théorique qui cherche à arracher le sexe et l'expérience des corps sexués de l'orbite des causes naturelles, que je qualifie de politisation des corps. Et ce sont les solutions et outils critiques antinaturalistes ainsi développés pour construire le corps sexué, comme un problème politique dont il sera question dans cet article. J'aborderai en premier lieu le concept de genre, qui représente l'outil d'analyse que les chercheuses féministes ont forgé pour construire la question de l'égalité des sexes comme un problème social et politique de domination, loin des préjugés qui en font un problème naturel, loin des grilles de lecture biologique du monde social. Je détaillerai ensuite la thèse maximaliste selon laquelle le genre précède le sexe. On verra pour finir qu'on peut lire cette thèse comme une approche détaillant ce que peuvent les corps genres. Le concept de genre. Pour répondre aux objections évoquées plus haut, la théorie féministe s'est dotée d'une catégorie analytique spécifique, le genre. L'adoption de la notion de genre par les universitaires féministes anglophones dans les années 1970 endosse la posture antinaturaliste mentionnée en introduction. C'est elle qui a la charge de ruiner le raisonnement qui affirme que la subordination des femmes est naturelle. Anne Oakley, sociologue britannique, élabore la première définition féministe du terme en 1972. De manière générale, la société occidentale est organisée autour de la présupposition que les différences entre les sexes sont plus importantes que les qualités qu'ils ont en commun. Quand on essaie de justifier cette hypothèse en termes de différences naturelles, deux processus distincts se trouvent confondus, la tendance à différencier par sexe et la tendance à différencier par sexe d'une manière particulière. La première est réellement une caractéristique constante de la société humaine alors que la seconde ne l'est pas, et sa versatilité marque la division entre sexe et genre. Les différences de sexe sont peut-être naturelles, mais les différences de genre ont leur source dans la culture et non dans la nature. Une grande partie de la confusion qui règne dans le débat sur les rôles de sexe vient du fait que nous tendons à parler de différences de sexe quand nous voulons en fait parler de différences de genre. À cause de cela, la logique d'une société organisée autour des différences de sexe n'est jamais explicitée, et l'idée d'une société où l'on pourrait s'émanciper des rôles de genre conventionnels est écartée comme une impossibilité. La définition mobilise de manière paradigmatique la distinction entre nature et culture, perçue comme deux sphères hétérogènes, afin de lever une confusion théorique d'une part, en distinguant deux processus distincts auparavant amalgamés, d'ouvrir vers des conclusions pratiques de changement social de l'autre. En arrachant les rôles de sexe de l'orbite de la nature, les sempiternelles problématiques de la complémentarité et de la spécificité peuvent en effet être accent aigu interprétées comme des questions de domination. La notion de genre préexiste cependant à la théorie féministe à plusieurs égards. Elle désigne initialement la différence entre les formes masculines et féminines au sein du langage.
Eleni Varikas a souligné la pertinence de cet emprunt délibéré à la grammaire, en faisant la généalogie du caractère arbitraire des marques masculines et féminines que promeut le genre. Elle montre que l'introduction originale par Protagoras d'une division. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.